Reda, salam alaikum. Comme salam. Ça va bien? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc voilà, tu es le premier invité de ce concept qui sera les Lions du podcast. Donc l'idée, c'est vraiment de parler du foot marocain pour la communauté francophone. Et aussi, bien sûr, on va glisser quelques mots en déjà. Félicitations déjà pour avoir eu cette idée-là de commencer un podcast comme ça. Je pense que les Marocains ils vont apprécier, ils vont beaucoup aimer et je suis content d'être le premier invité. Ça fait plaisir et puis je pense que tu as pas mal de choses à nous raconter. Mais premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ouais, donc Reda Gouram, ancien joueur pro. J'ai commencé ma carrière professionnelle au Canada, à l'Impact de Montréal pour être plus précis. Et j'ai commencé à jouer au Maroc avec le FUS de Rabat. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et graduellement la passion elle a grandi à travers les années jusqu'à ce que qu'on déménage avec ma famille au Canada à l'âge de 11 ans. Et après, j'ai continué dans ma passion jusqu'à arriver au niveau pro à l'Impact de Montréal. Et parle-nous un peu rapidement de ton parcours, c'est-à-dire, je veux dire, on va dire les défis pour devenir professionnel. Est-ce que c'est quel genre de défi tu as eu, on va dire? Les défis, c'est de toujours te poser la question, est-ce que tu as le niveau, est-ce que tu as les capacités, est-ce que tu vas pouvoir arriver à réaliser ton rêve? Et, euh, et c'est ça, constamment se questionner sur est-ce que tu vas pouvoir y arriver. Et évidemment, il faut travailler extrêmement fort, faut être conscient de tes qualités, il faut être conscient de tes faiblesses surtout. Et le défi, il est plus psychologique. Pour la majorité de toute façon des joueurs, c'est plus psychologique, c'est le côté confiance, la confiance en toi, c'est constamment te remettre en question. Des fois, tu as des hauts, tu as des bas, et c'est comment tu vas gérer tout ça qui va faire en sorte que tu vas débloquer certaines choses. Et donc, ouais, je dirais que ça a été ça le plus grand défi. Surtout que nous, dans notre culture, le foot, c'est pas un métier, c'est une passion, mais peu de gens le voient comme un métier. C'est sûr que je pense maintenant, les mentalités ont changé. Donc, ouais, il faut convaincre les parents, il faut leur expliquer que c'est une passion que tu as. Et c'est ça, je pense que ça a été ça pas mal les défis que j'ai eu. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Il y a pas mal de joueurs, des fois, on les entend dire qu'ils se cachaient pour aller à l'entraînement parce que, tu vois, les entraînements, surtout au Maroc, sont entre midi et 2 heures avant. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Donc, c'est vrai. Mais avec le parcours du Maroc en Coupe du Monde et tout, et maintenant, déjà, on est déjà un pays de foot, mais on va dire que ça s'accentue et tout le monde veut devenir footballeur, mais on sait tous que c'est pas facile. Donc, s'il y a, par exemple, on va dire, trois conseils que tu donnerais à un jeune qui t'écoute maintenant, qui veut devenir professionnel? Tu as parlé de l'aspect psychologique, mais ça serait quoi les trois aspects les plus importants selon toi? Il y a la confiance. La première chose, c'est de la confiance. Il faut que tu sois En fait, il faut que tu sois plus convaincu que les gens qui t'entourent que tu vas être capable d'y arriver. Parce que souvent, on a des joueurs qui sont très bons, mais ils y croient pas. Et où ils peuvent être peut-être pas démoralisés, mais ils peuvent écouter l'opinion de certaines personnes et leur dire t'as pas besoin de faire ça, c'est pas pour toi. Donc le plus dur, c'est vraiment d'avoir la confiance, une vraie confiance en toi, sur tes capacités. La deuxième chose, c'est évidemment le travail. C'est de donner, en fait, je pense pour réussir dans n'importe quel domaine, pour arriver à atteindre un niveau professionnel dans n'importe quel domaine, il faut donner du temps et être conscient justement de ce que tu dois développer. La deuxième chose, ce serait ça. Et la troisième, je te dirais le support. C'est extrêmement important d'avoir un système de soutien autour de toi, ta famille, tes amis, les entraîneurs que tu vas rencontrer. Et je te dirais une quatrième chose, même si c'est la chance. Ça prend un peu de chance aussi. Parce je pense que pas mal de gens, ils ont regardé des documentaires, ils ont regardé des parcours de beaucoup de joueurs. Et il y a toujours le côté de la chance qui est important. Parce que même si des fois tu fais tout bon, si tu n'as pas la chance de ton côté, des fois on peut avoir des blessures, des choses comme ça qui peuvent retarder les choses. Donc ouais, ça prend la chance aussi pour... Effectivement, et on en a vu des joueurs qui étaient pétris de talent, comme Mhm. je pense directement à Mstour, tu vois, et qu'après, tu vois, il n'a pas eu la carrière qu'il voulait. Mais après, comme on dit, c'est le mektoub, c'est écrit. Exact. Ouais. Tu peux faire. Des fois, il y a des gens, ils ont le chemin facile, d'autres, ils vont galérer, ça va pas se passer. Mais voilà, mais merci pour tes conseils, honnêtement, parce que surtout maintenant, avec toute la ferveur, et il y a la CAN qui arrive et la Coupe du Monde, tous les jeunes Marocains veulent devenir pro, tu vois. Mais le chemin, il n'est pas facile.
Il n'est pas facile. Non, il n'est pas facile, mais il est possible. Moi, j'aime bien mettre l'emphase aussi sur le fait que c'est possible, mais il n'est pas facile. Il ne faut pas vendre du rêve et dire que ça va être un chemin tracé, facile, accessible à tous. Non, il y a des sacrifices qu'il faut mettre en place, mais il est possible. Si on voit des jeunes de partout du Maroc dans des situations différentes, réussir à être tous, par exemple, à l'équipe nationale, ben, ça veut dire que tout Marocain peut se permettre de rêver. Mais il faut être conscient des challenges qu'il va avoir devant. Exactement. Et je pense à Ayoub El Kaabi, bien sûr. Son histoire, elle est impressionnante, elle motive beaucoup de personnes. C'est-à-dire que voilà, même si tu es au Maroc, tu peux y arriver, c'est pas juste si tu es en Europe, etc. On prend les conseils que, tu vois, toi, tu as fait le chemin, donc tu donnes un peu des raccourcis. Et en même temps, j'ai une question à te poser. Quand tu étais jeune, on va revenir à Reda qui est jeune, est-ce que toi, dans ta tête, c'était tu vas devenir pro ou est-ce qu'il y avait du doute ou comment c'était quoi ton mindset à l'époque? Ben, le doute, il y en a toujours, mais oui, moi, c'était le foot à 100%. Quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je rêvais que de ça, de moi dans un stade devant des milliers de personnes. Je me rappelle de la Coupe du Monde 98, où le Maroc a fait des belles choses. Et c'est vraiment là où ça s'est intensifié. Et c'est ça, à l'école, je parlais toujours de ça, je jouais toujours au foot, comme tous les Marocains de toute façon. Mais oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas comment, il n'y avait personne dans ma famille qui avait joué au foot professionnellement, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et après, avec le temps, ben, c'est la curiosité, tu regardes tu lis des articles, tu regardes des documentaires, tu regardes des films sur le foot, et ça te permet de comprendre tranquillement en fait, c'est quoi la mentalité, c'est quoi l'approche, c'est quoi le parcours d'un joueur de foot. Et avec le temps, tu commences à comprendre certaines choses et après, tu te rends compte qu'il y a de la concurrence. Plus tu montes, il y a de la concurrence. Et après, ben, c'est ça, d'essayer d'améliorer et minimiser, on va dire, tes faiblesses, développer tes qualités. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la chance aussi, ça fait partie du jeu. Ouais. Ok, super. Et là, ça m'amène à... Tu as parlé de Coupe du Monde. Qui dit Coupe du Monde, on parle des meilleurs joueurs, tu vois. Et quel est le meilleur joueur contre qui tu as joué? Le meilleur joueur contre qui j'ai joué, c'est de loin Ronaldinho. Ronaldinho, on a eu la chance de jouer contre l'AC Milan. Et à l'époque, ils avaient vraiment une belle équipe. Il y avait Ronaldinho, Sidorf, Pato, Nesta, Inzaghi. Il y avait pas mal de bons joueurs, mais Ronaldinho, c'était de loin le... C'était en 2010? 2010, je pense. 2010, 2009. Et ouais, c'était juste sa capacité à contrôler le ballon. Il était imprévisible. C'était ça qui était frappant. Normalement, quand tu joues contre quelqu'un, tu arrives à anticiper un peu. Mais lui, c'était impossible d'anticiper. Ses hanches, comment ses chevilles bougeaient, il te faisait croire des choses. Et ça avait l'air tellement facile. Des fois, tu pensais que le ballon, tu allais le toucher, mais juste avec une petite touche, de la subtilité. Mais ouais, c'était de loin On Ronaldinho. parle de Ronaldinho, là. On parle quand même de Ronaldinho, ouais, exactement. Il y avait aussi Pato qui était impressionnant sur plus Ouais, le côté Pato. athlétique, vitesse, technique pure. Il était impressionnant. Évidemment, Sidorf, c'était physiquement aussi. Voilà, la force. Mais c'était une belle équipe. Je pense qu'il y avait Thiago Silva aussi, si je ne me trompe pas. Ou il À n'était cette pas là? époque, je pense pas qu'il a joué. Peut-être qu'il était avec l'équipe, mais il a pas. T'es jeune encore. Il était peut-être jeune encore pour. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de souvenir. Après avec l'équipe ou. Ouais. Mais j'étais au match. Je suis allé voir le match. Et je me rappelle d'un de tes tirs de loin. Je pense que tu as envoyé un tir des 30 mètres. Ouais. Je pense que même Ronaldinho a salué le geste, si je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Après, bah, ce qui est drôle, c'est qu'après le match, on a eu la chance de parler un peu. Il m'a invité dans le vestiaire. On s'est parlé un peu en sortant du stade et je lui ai expliqué que tu sais, c'était mon joueur préféré. Bien sûr. Après, je l'ai accompagné dans le vestiaire. Il m'a signé un maillot. Il m'a donné un peu le Ketma, Vêtements. Survêtements. vêtements de l'AC Milan. Et on a parlé pendant 10 minutes. Il était très, très gentil. Vraiment. D'ailleurs, généralement, les joueurs brésiliens, ils sont très, 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 très gentils. Ils sont un peu comme les Marocains. Souriants, chaleureux. Dreyfins. Je veux dire, c'est pas... Il n'y avait pas d'arrogance ni rien. Et ouais, c'était un très, très beau souvenir. Ouais. Ouais, super. Donc là, on parle de... Tu as joué avec l'Impact de Montréal. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais tu es attaquant. Exact, ouais. Donc, tu as marqué des buts, tu vois, etc. Et après, on va parler de la seconde partie on va dire, de ta carrière.
c'est que si je me trompe pas, tu es allé jouer au Maroc avec les phares, c'est ça? Exactement, ouais. Parle-nous un peu de ton expérience, c'est-à-dire la différence entre le foot nord-américain, le foot au Maroc. Je pense que tu as joué, tu t'es déplacé en Afrique, etc. Mhm. Parle-nous un peu de cette expérience avec les phares. Bah, c'était en 2014, donc j'ai pu joindre les phares. J'ai fait la moitié, en fait, en moitié de saison, il y avait un mini camp d'entraînement. J'ai rejoint l'équipe à cette période-là. Et après, ben, j'ai signé un contrat avec l'équipe d'1 an et demi. Euh, c'est vraiment un foot complètement différent. C'est beaucoup plus axé sur le côté technique. C'est un peu plus imprévisible, pas moins organisé, mais moins structuré, mais plus sur de l'intuition. Par rapport à l'Amérique du Nord, qui est beaucoup plus athlétique, c'est plus physique. Et même dans le camp d'entraînement, dans la préparation, on le voit que, par exemple, en Amérique du Nord, on met l'emphase sur le côté athlétique, le côté physique. Au Maroc, évidemment, il y a le côté physique, mais beaucoup plus sur le côté technique, intuitif aussi. C'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé. Il y avait beaucoup plus de liberté sur le terrain. Euh, et aussi, évidemment, l'ambiance dans le stade. Le Maroc fait partie des pays, probablement du top 3 des pays avec les meilleures ambiances dans les stades. Et aussi les déplacements en Afrique, ça c'était extrêmement difficile. On était en Ligue des Champions africaine, on est allé à Bamako jouer et au Mali et c'était vraiment difficile. Parle-nous un peu de ça. C'est-à-dire, on parle toujours des conditions africaines, que c'est pas facile. Donne-nous un peu plus de détails par rapport. Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi qui t'a marqué dans cette expérience? Premièrement, l'équipe elle a amené sa propre nourriture pour pas avoir de problème. Je me rappelle, ils ont ramené du poulet, ils ont ramené des... Djaj Mohamed. Non, ils ont vraiment amené leur propre nourriture parce que il faut faire attention de ne pas tomber malade ou quoi que ce soit. Les lits dans l'hôtel, il y avait des moustiquaires partout parce qu'avant, il fallait faire des vaccins pour y aller, le malaria et tout. La température, il faisait plus de 40 degrés, le taux d'humidité. En plus, le match, ils étaient à 14 heures. Ça, c'est les matchs, les fameux matchs à 14 heures. Ça, c'est voulu, hein? C'est fait exprès. Bah, je pense. Parce qu'avec la chaleur qu'il y a et tout, et tu fais jouer à 14 heures, c'est pour, en quelque sorte, favoriser l'équipe. Exact, et surtout que tu arrives, le terrain, il est sec, c'est dur. Le gars, je veux dire, c'est pas pour jouer. Et là, on n'est pas en 2025. Là, on était en... C'est-à-dire que oui, l'Afrique se développe et tout. Je pense qu'il y a plus de terrains synthétiques qui sont approuvés par la FIFA. Mais avant, les terrains, c'était... Non, c'était un gazon. Il y avait je veux dire, c'était extrêmement dur. Tu marches comme si tu marchais sur de l'asphalte. Donc, c'était je pense qu'il n'y a même pas il y a pas de crampons adaptés pour ce genre de terrain. Il n'y a pas de crampons. Je ne connais pas de crampons qui pouvaient s'adapter sur ce terrain-là. Et aussi les arbitres, c'est compliqué. Tu te poses des questions. Donc ouais, c'est juste des conditions très très difficiles. Quand tu vas là-bas, c'est pas pour gagner honnêtement. Tu te dis juste faire match nul. Et c'est à la maison qu'on va jouer au foot. Mais là-bas, c'est juste essayer de minimiser un peu essayer de prendre le plus de points possible. Et ouais, c'est très très difficile. De l'aéroport jusqu'à quand tu arrives à l'aéroport, le temps d'attente, c'est vraiment tout est fait pour que quand tu arrives au match, tu sois le moins lessivé. Performant possible. Ouais, exactement. Ok. Donc, en fait, c'est super intéressant. Et t'es resté combien de temps avec les phares? Je pense une saison? Une saison, ouais. Une saison. Et la Botola et tout, cette année-là, c'était qui les joueurs, on va dire, qui t'ont marqué dans la Botola, contre qui t'as joué ou avec qui t'as joué? Avec qui j'ai joué, on avait vraiment une belle équipe. Il y avait de très bons joueurs. Des joueurs aussi qui étaient avec l'équipe A du Maroc. Abdeslam Benjeloun, Shemseddine Chtaibi. Shakir, c'était quelqu'un qui était régulièrement appelé en équipe A. Il y avait Salahdine Aqal, Anas Zniti, le gardien qui a toujours été avec l'équipe nationale depuis très longtemps. Il y avait pas mal de joueurs de qualité. Et dans le championnat, il y avait aussi il y avait Soufiane Alloudi. Alloudi, il était avec... il était avec Marrakech à cette époque-là. Il n'était pas avec Raja. Non, il était avec Marrakech. Et évidemment, Raja, Louidad, ils avaient toujours des joueurs de qualité. Il y avait aussi... le FUS, qui avait de très bons joueurs aussi. Naif Agerd qui était avec le FUS. T'as joué contre Agerd ou... Quand on a joué, il jouait pas, il n'était pas encore titulaire, il était avec l'équipe A, mais il n'était pas avec l'équipe première, mais il n'était pas encore avec... Ouais, il jouait pas encore. Mais il y avait pas mal de joueurs, vraiment, j'étais impressionné par la qualité des joueurs, technique, physique aussi.
Donc ouais, c'était une belle expérience en général. C'est sûr que c'était une période d'adaptation qui pouvait être compliquée, mais en général, ça fait du bien de voir c'était quoi le foot au Maroc. Et voilà. Super. Donc, vu que tu as cité le foot au Maroc, on va parler un peu d'équipe du Maroc. Et parle-nous un peu de ton expérience. Je sais que tu as déjà été appelé par l'équipe Espoir. Mhm. Donc, tu nous parleras un peu de ça. Et aussi, je pense que tu as joué avec le Canada aussi. Et tu avais joué les Jeux de la Ouais, francophonie. Donc, parle-nous un peu de quelques anecdotes par rapport à tout ça. ouais. Ben, en 2009, il y avait les Jeux de la francophonie au Liban. Et donc, c'est ça. On était dans le même complexe, toutes les équipes. En fait, pas toutes les équipes, mais la moitié des équipes étaient dans le même complexe. Et dans l'équipe du Maroc, moi, j'étais avec l'équipe canadienne. Et il y avait l'équipe du Maroc. J'étais tous les jours avec eux pendant 1 mois et demi. Et finalement, on a fini par jouer le match de la troisième place contre le Canada contre le Maroc. Et ben, c'était spécial de jouer contre ton pays. Même dès l'hymne national, ça a été vraiment difficile de se concentrer sur le match parce que, honnêtement, l'hymne national du Maroc, n'importe quel Marocain qui l'entend, c'est émotionnel, c'est puissant. Ça me rappelle exactement ce que Beddouz Zaki a dit dernièrement quand il a joué contre le Maroc, au Ouais, Maroc, parce que ouais, c'est le sélectionneur du Niger. Et pendant, on voyait, il avait les larmes aux yeux pendant ouais, l'hymne national du Maroc. Donc, et il disait, je ne savais pas. ouais. Donc, C'est spécial, ouais. on peut comprendre que c'est très spécial. Ouais, ouais, non, c'est très très spécial d'entendre l'hymne national du Maroc et c'est pas pour ton équipe, c'est pour l'équipe adverse. T'as pas marqué de but contre ton camp, j'espère. Non, 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 j'aurais pu, mais non. Et, euh, et ce qui était drôle, c'est qu'on a perdu le match, donc le Maroc a gagné. Et après le match, je célébrais avec l'équipe du Maroc. Et l'entraîneur, il m'a appelé. euh, Tu fais quoi? ouais, en fait, l'entraîneur de l'équipe du Maroc m'a appelé, c'était Daoui à l'époque. Et il m'a dit de faire la photo avec l'équipe. Et vu que ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on se voyait, quand je mangeais avec eux, on passait beaucoup de temps ensemble. Et la Et connexion, excuse-moi de t'interrompre, la connexion, elle s'est fait comment? Est-ce que tu avais des amis qui jouaient avec le Maroc ou comment? Parce que tu m'as non, dit que tu as passé tout le mois avec eux. Donc, c'était le fait que tu sois marocain, ouais, que tu joues avec le Canada, vous avez connecté et ouais. tu as passé le séjour avec eux, en fait. Exactement, mais vu que eux, ils étaient Ok, vraiment vous étiez à 10 dans... mètres, Exactement, ouais, on je était dans le comprends. même Donc, ça résidence, s'est donc fait on naturellement. s'est croisés. Et là, j'ai commencé à parler avec un joueur. Après, il m'a dit, viens manger avec nous. Et après, Et à l'époque, c'était qui les joueurs qui jouaient avec le Maroc? il y avait Driss Ftouhi qui a joué avec l'équipe A. Il y avait évidemment Yacine Bono. C'était le gardien Yassine C'était le Bono. gardien titulaire, ouais. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, vu que je joue pour le Canada, il m'a appris qu'il a été né au Canada. Et c'est là où Ouais. il y avait un peu plus, on va dire, de points en commun. Et c'est avec lui que j'ai le plus parlé, j'ai le plus gardé contact de cette équipe-là. Et là, plus personne n'a besoin de parler de ce que fait Bono maintenant. Personne n'a besoin. On va Exactement. dire, tu as dit, c'était quelle année? 2009. Personne ne le connaissait, évidemment. Il était avec le Wydad à cette époque-là. Là, Euh, plus de 10 ans, 15, presque 15 ans, bref. 15 ans, ouais, 15 ans. 15 ans. Et là, en Coupe du Monde des clubs, ce qu'il nous Ouais. fait, les arrêts qu'il nous fait, Ouais, c'est Machallah, le Bono, meilleur gardien c'est. au monde, Ouais. facilement. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur gardien. Il y a le débat Bono-Zeki, on va pas rentrer là-dedans. Ouais, Mais Bono, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Afrique, ça c'est sûr. Et 100%. parmi Ouais. les meilleurs Au gardiens monde. du monde. Ouais, ouais, à 100%. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et ouais, je suis à 100% d'accord avec ça. Donc, parfait. Ben, honnêtement, c'est spécial. Je j'ai pas de souvenir qu'il y ait d'autres joueurs qui célèbrent avec l'équipe adverse. Non, mais quand c'est le Mais ce Maroc, qui vous réunit, c'est très... Donc, on peut... Donc, en plus, là, quand on voit des joueurs... et puis, le choix sportif, ils peuvent... je veux dire, on a des Lamine Yamal et compagnie qui n'ont pas choisi le Maroc. Et ils jouent avec des autres équipes. Mais je me demande si ces joueurs-là ont encore une certaine... On l'a vu avec la tenue du Maroc, quand le Maroc s'est qualifié en demi-finale. Il a porté la Oui, oui, tenue et oui. tout. Ouais. Donc on voit que Tam Ghrabic, parce qu'il n'y a pas de mot en français pour ça, Ah, elle est trop puissante. elle est très forte. Ouais, ouais, ouais. Très, Donc très c'est fort. sûr que même ceux qui ne... Et il y en a beaucoup, je veux dire, il y a Fellaini, il y a Chadli, il y en a des joueurs qui ont Ouais. pas... Mais après, ils vont tous dire que, tu vois, ça leur a fait quelque chose Quelque de chose, pas ouais. vraiment. Et là, maintenant avec ce qu'on a, les dernières performances, on voit qu'il y en a beaucoup qui choisissent le Maroc maintenant. Bah avec raison. Bah oui, avec raison. Avec raison parce que l'équipe, elle performe et elle fait partie des meilleures équipes au monde. Donc bah là, quand on envisage ta carrière, tu peux te dire, je peux faire une carrière avec l'équipe, avec le Mondial Arabe et
jouer des compétitions intéressantes, la Coupe du Monde et aller loin, gagner la Coupe d'Afrique, être favori dans les Coupes d'Afrique. Donc ouais, c'est sûr que ça facilite un peu plus. Et surtout que là, il y a des joueurs de classe mondiale, Brahim Diaz, Achraf Hakimi, Bono, des gars qui sont au top niveau mondial. Donc là, ça facilite un peu plus les choses. Donc là, je pense que ça nous amène, en fait, on va dire, à parler de l'équipe du Maroc. Là, on a vu un peu ton parcours et tout. On a vu que voilà, tu as donné des conseils par rapport à comment devenir pro, par rapport au chemin que ça prend, etc. L'expérience Canada, l'expérience en Afrique, etc. Et ça nous prouve que ces joueurs qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont pas fait, ils ont travaillé. C'est pas facile. Tu vois, Ouais, quand tu vois des joueurs comme Hakimi maintenant, comme Bono, Diaz, etc., il y a du travail. Donc ça, c'est un message aux jeunes qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler dur. exact. Là, ça nous amène depuis 1988, on n'a pas organisé la CAN chez nous. Et là, la Coupe d'Afrique, elle arrive. Elle va être organisée au Maroc. C'est quoi ton ressenti? Bah, premièrement, je suis extrêmement fier et content de voir ce que le Maroc fait. Je pense que dans les 5 10 dernières années, le Maroc a complètement a pris une autre dimension dans le foot mondial. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur pays en Afrique pour organiser cette CAN que le Maroc. On a les infrastructures, on a en fait tout ce dont un pays a besoin pour organiser une bonne CAN. Et en même temps, l'équipe aussi, la qualité des joueurs qu'on a, en fait, c'est l'idéal. Le scénario, il est parfait. Il reste juste à faire le travail, le travail nécessaire. Exactement, je pense que c'est celle qu'il faut gagner. Ouais, Pas qu'il y ait un autre résultat qui sera satisfaisant, si ce non, n'est la victoire. ouais. Tu as parlé de... En fait, tout est là. Tout est là. Et la pression, je pense qu'elle est grande. Si on Mhm. se met à la place de Regragui, genre, Ouais, c'est une grosse pression. Donc cette CAN, Reda, on n'a pas le choix de la gagner. Pas le choix de la gagner, tout est là. Je veux dire, je pense que, selon toi, dis-moi, par rapport à, je pense depuis, tu as mentionné 1998, on va dire que la première fois que tu as regardé l'équipe nationale et que tu t'en rappelles vraiment, c'est quelle année? 98. 98. 98, ouais. Après, il y avait 2004, mais 98, 98, ouais. première Ouais. fois, Mhm. Basser, Hadji, moi aussi, c'est mon premier souvenir. Avant, je peux pas citer trop. Depuis, est-ce que tu es d'accord avec moi que depuis 98, on regarde le foot, la génération qu'on a maintenant, on n'a jamais eu vraiment en termes Oh, de de... loin, de loin. C'est la meilleure génération. C'est la meilleure génération de très très loin. Oh, ouais, de très très loin. Donc c'est sûr que les attentes sont plus élevées, les standards doivent être plus élevés. Et je pense que les premiers à mettre ces standards-là, c'est eux-mêmes et le staff. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont gérer cette CAN-là après la Coupe du Monde qu'on vient d'avoir. Donc ça va être vraiment intéressant. Et je pense que, bah oui, le Maroc, on doit commencer à se mettre dans le top 10 des meilleures équipes au monde. Et ça doit être ça notre place, top 10. Et c'est ça. Avant, la moyenne, elle était, je pense, autour du 30, entre 30 et 40, même 30 et 50 des fois. Mais je pense que là, il faut qu'on reste dans le top 10 tout le temps parce que on a, en fait, les infrastructures, la qualité des joueurs, un président qui a fait des belles choses, le soutien de Sa Majesté aussi qui a fait énormément de choses. Donc, je pense que c'est ça. Il est temps que le Maroc, on se stabilise avec le top 10 et qu'on sorte pas de là. Et c'est ça. Mais je pense que c'est très intéressant ce que tu mentionnes. Et d'ailleurs, on a parlé de 98 et je pense que la dernière fois qu'on est rentré dans le top 10, c'était en 98. Mhm. C'est notre record. Ouais. C'est notre record. Là, je pense, je sais pas si le nouveau classement est sorti ou pas, mais on est autour du peut-être 11e, 12e si je me trompe pas. Et donc ça, c'est par rapport au classement. Mais tu as mentionné un point et je pense qu'on peut un peu parler de ça. Par rapport au royaume, Sa Majesté, et par rapport bien sûr à Fawzi Lakja qui fait un travail incroyable depuis qu'il est là. La vérité, Ouais, il ouais. nous a vraiment mis sur la map mondiale, 100%. sans parler des demi-finales, sans parler de toutes les cannes. La canne U17 dernièrement, Ouais, les on U17, pourra en les parler. femmes aussi. Exactement, les femmes aussi, la dernière CAN finaliste. Et maintenant, il y a la Coupe d'Afrique qui est au Maroc. Je pense qu'ils ont fait 2-2 le premier match contre la Zambie. Là, ça va continuer. Par rapport au foot et le fait de choisir, c'est-à-dire le foot comme un moyen, et comme soft power, bien sûr. Et on pense aussi à l'Espagne en 82, depuis, quand ils ont organisé la Coupe du Monde, le boost que ça leur a donné. Maintenant, c'est un tourisme
Maintenant, c'est un tourisme de foot incroyable que l'Espagne a, sans parler du Barça, Real Madrid, etc. Il y a beaucoup de personnes, et dis-moi ce que tu en penses. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire oui, mais on met beaucoup d'argent dans le foot, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aider, c'est-à-dire à combattre la pauvreté au Maroc et les stades et ceci. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, le foot, d'abord, c'est économique et je pense que les gens, ils évaluent pas l'impact économique sur le pays parce qu'il y a beaucoup de création d'emplois à travers le foot. Juste le centre, le complexe qui a été construit, il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Le tourisme ben, fait en sorte que il y a beaucoup de personnes étrangères qui viennent dépenser leur argent au Maroc grâce aux infrastructures qu'il y a, grâce par exemple à une compétition comme la Coupe d'Afrique. C'est que il faut comprendre l'impact que ça a d'organiser une Coupe d'Afrique, d'organiser une Coupe du Monde. Et les gens qui disent ça, je pense qu'ils ont peut-être un petit manque de compréhension de comment l'économie fonctionne. Parce que, si on prend l'exemple de maintenant la Coupe du Monde des clubs qui est aux États-Unis, les retombées économiques sont énormes pour les États-Unis. Parce que tu achètes ton billet d'avion, tu dépenses, tu prends un hôtel, une voiture, tu manges, donc tu dépenses dans les restaurants qu'il y a autour des stades. Tu fais des activités et pour le Maroc, qui est un pays touristique, c'est beaucoup d'argent qui va pouvoir être réutilisé pour la population justement. Donc voilà, je pense que c'est extrêmement positif et en même temps, ça donne de l'espoir, ça donne du rêve à des jeunes parce qu'ils vont vivre ce qu'on a vécu nous en 98, par exemple, en voyant l'équipe nationale avoir un bon parcours en 2004, avoir un bon parcours en Coupe d'Afrique aussi. Et il y aura des jeunes qui ont 7, 8, 9, 10 ans maintenant, qui vont rêver à leur tour et qui vont finir en équipe nationale éventuellement. Donc, non, je pense que c'est positif. Et le foot, c'est... comment je pourrais dire c'est un vecteur de beaucoup de choses qui sont positives pour les Marocains. Et ils font profiter, tout simplement. Exactement, je pense que c'est une autre façon de voir les choses parce que on reste juste à la surface en pensant que c'est de l'argent dépensé et que ça va pas rapporter, etc. Comme il y en a plusieurs qui disent, par exemple, Cristiano Ronaldo qui est parti en Arabie Saoudite, tout l'argent qu'il dépense, mais il faut voir les retombées, l'argent qu'ils ont fait, c'est-à-dire sans parler de la vente des maillots, sans parler des gens qui viennent visiter le pays juste parce que... Et ça, depuis, par exemple, la Coupe du Monde 2022, où on a fait demi-finale, ça nous a aidé à avoir encore plus de touristes, des gens qui ne connaissaient même pas le Maroc. On a battu des records par rapport au tourisme, ouais. Etc. Et comme tu as mentionné, ça va créer de l'emploi. Des investisseurs vont être, c'est-à-dire intéressés à venir, etc. Donc ça, je pense que c'est une bonne réponse par rapport à tous ceux qui disent « Ah, ça, tu vas rester dans le négatif, etc. » Au contraire, il faut y participer. Ouais, il faut être ouvert et surtout, il faut être curieux de comprendre les décisions au lieu de critiquer. Je pense que nous, les Marocains, on est très forts pour critiquer rapidement. Mais je pense que si on prend le temps de comprendre les décisions qui sont prises et pourquoi certaines décisions sont prises, on va comprendre que ouais, derrière, il y a une action qui va créer quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Comme l'exemple de l'Arabie Saoudite, il y a quelques années, ils avaient une réputation un peu compliquée où les gens, par exemple les Européens, ils envisageraient pas d'aller faire des vacances en Arabie Saoudite parce qu'ils se disent peut-être c'est un pays fermé ou c'est peut-être dangereux pour moi, en tant que pour des Européens par exemple qui sont chrétiens ou d'une autre religion. Mais le fait que Ronaldo soit allé et certaines choses que le pays a fait pour s'ouvrir au tourisme, ça a fait qu'ils ont augmenté leurs revenus. Ils se reposent sur d'autres choses que juste le pétrole. Et c'est ça a ouvert le pays. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le pays, qui trouvent qu'il y a des belles choses à faire là-bas. Et je pense que il faut essayer de comprendre, de chercher à comprendre un peu plus les décisions qui sont prises plutôt que de juger sur la surface. Exactement. Je pense que c'est des graines qui sont, tu vois, il faut s'aimer les graines. Et en termes on va dire, d'organisation, je veux dire, le Marocain va en profiter. Ouais, à 100%. On voit maintenant tout ce qui se fait en termes d'infrastructure, en termes de 100%. développement. Donc, alhamdoulilah, j'espère que ça va continuer, etc. Ouais, Inch'Allah. Et on va parler de la CAN. On va vraiment parler de la CAN. Et j'aimerais que tu me dises, selon toi, bien sûr, nous, on veut que le Maroc la gagne, mais c'est qui, on va dire, les équipes à surveiller, à part le Maroc? À part le Maroc, il y a les équipes, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte. Ça, c'est des pays qui vont toujours être... C'est les géants, ça. Ouais, c'est les géants d'Afrique qui vont toujours faire partie des favoris. Le Sénégal, donc des belles équipes. Bon, je vais aller avec le Sénégal. Je pense que c'est une équipe qui a pas mal de bons joueurs et que ça va être un sérieux
C'est une équipe sérieuse qui pourrait potentiellement aussi aller en finale ou jusqu'au bout. Mais ouais, le Maroc, pour moi, il n'y a pas le Non, choix. bien Il sûr. n'y a pas le choix. Ils n'ont pas le choix de gagner. En fait, même une finale, c'est pas satisfaisant. Une demi-finale, Non, non, c'est rien. vraiment juste Le trophée, le la trophée. Il CAN, n'y a pas autre ça fait chose. trop longtemps qu'on l'attend. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre option et je pense que notre rôle aussi, ça doit être de supporter l'équipe, d'être derrière eux, Bien sûr. de leur donner Derrière le le coach, boost derrière le coach les aussi. joueurs. Parce que je sais que dernièrement, il y a, après les dernières performances et tout, il y en a plein qui critiquent le coach, etc. Et puis, il a parlé, il a dit que ça ne le dérange pas qu'on critique, mais d'une façon très, tu Ouais, vois, très professionnelle, pas juste à parler. Parce que tu le connais, au Maroc, il y a plus de 40 millions de coachs. Et 40 millions après, d'experts voilà, ouais, et avec tous les joueurs qu'on a maintenant, c'est dur de juste se mettre d'accord sur un 11. ouais. Donc, mais t'en penses quoi, on va dire, depuis, on va dire, la Coupe du Monde 2022, on fait une demi-finale. C'est sûr que c'est dur de se détacher émotionnellement des joueurs qui t'ont aidé avec ce parcours, de les mettre de côté. Et après, tu as une CAN, tu rentres comme favori, tu sors en huitième de finale contre une très belle équipe d'Afrique du Sud. Moi, honnêtement, pour moi, c'était une équipe que... Ouais. Tu joues contre Mamelody Sundowns, ils ont des automatismes, donc j'ai pas été surpris, on va dire. C'était une équipe à craindre. Mhm. Et après, tu as, on va dire, des matchs amicaux que tu joues. Il y en a où tu gagnes avec 7 buts. Après, tu fais du 0-0, du 1-0. Bref, on va dire que c'est pas stable. Et là, tu as 3 mois de la CAN, 4 mois de la CAN, on va dire à peu près. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es serein? Est-ce que... Bon, serein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde, il y avait beaucoup plus de points d'interrogation que maintenant. Avant la Coupe du Monde, on venait de changer d'entraîneur, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire, donc nos attentes étaient extrêmement basses, et on a fini par faire le meilleur parcours de l'histoire du Maroc. Donc oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, euh, moins de certitude, mais après, avec Regragui, j'espère qu'il va trouver une manière de faire fonctionner tout ça. C'est pas facile d'avoir autant de bons joueurs. Un des problèmes qu'on avait avant, c'est qu'on n'avait pas assez de bons joueurs. Maintenant, il y en a beaucoup. Et des fois, il y en a deux dans le même poste. Et c'est des choix qui peuvent être difficiles. Et aussi la critique de la manière dont l'équipe joue. Je suis un peu d'accord aussi là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ose un peu plus être une équipe qui veut avoir le ballon, qui veut jouer au ballon. Mais après, le coach a des subtilités qu'on n'a pas. Il voit sur le terrain des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui peut-être se passent à l'interne qu'on ne sait pas. Donc, faut qu'on lui fasse confiance. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce qu'il a pu faire avec la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. La CAN, ça n'a pas été les attentes qu'on avait, mais il faut quand même qu'on continue à faire confiance à l'entraîneur et au staff, et aux joueurs aussi. Donc, je pense que la passion du public marocain et l'enjeu qu'il y a d'avoir une CAN chez soi, j'espère que ça va donner un coup de boost à l'équipe et ça va nous permettre de la gagner, tout simplement. Ouais. Effectivement. Et puis, comme tu as mentionné, est-ce qu'on ne serait pas le genre d'équipe qui est toujours meilleur en outsider plutôt qu'en favori? Peut-être, ouais, peut-être. Peut-être, il y a des équipes qui carburent à ça et qui performent mieux quand c'est comme ça. Mais après, c'est pas. Je veux dire, il faut pas se reposer là-dessus parce qu'à un moment, il faut faire le shift et accepter sa position. Accepter sa position d'une des meilleures équipes au monde et d'assumer le statut qu'on a en tant qu'équipe et ouais, faire le jeu, accepter d'avoir le ballon, c'est pas les joueurs qui manquent et des fois ça peut être ça qui peut être compliqué de faire un shift psychologique même de la part de l'entraîneur pour dire bon maintenant on est une équipe établie, on va avoir le ballon, voilà comment on va jouer, on va rentrer sur le terrain on a une approche on va avoir le ballon contre qui on va jouer, peu importe contre qui on va jouer, et on ne va pas juste se reposer sur les choses qu'on a faites à la Coupe du Monde. Et tu as mentionné la Coupe du Monde et j'aimerais avoir ton avis par rapport à un point. Et c'est ce que beaucoup reprochent, on va dire, à Regragui. C'est parce qu'en Coupe du Monde, on n'avait pas le ballon. C'était une tactique différente. On était en 4-1, 4-1, puis voilà, on n'avait pas le ballon. Là, chez toi, tu ne peux pas laisser le ballon à l'adversaire. Tu vas devoir avoir le ballon. Donc, est-ce que selon toi, il y a certains joueurs que Regragui utilise encore, qui bien sûr étaient avec lui en Coupe du Monde et qui ont très bien réussi, mais que maintenant, avec le nouveau schéma de jeu et tout,
que c'est peut-être le moment peut-être de faire quelques changements. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ouais, à 100%. À 100%. Je pense que le foot, si on prend les meilleurs entraîneurs, c'est des gens qui se réinventent constamment. Si on prend l'exemple de Pep Guardiola, il a joué d'une façon au Barça et quand il est allé à Manchester, il s'est réinventé. Même au Bayern, il a réinventé certaines choses. Parce que le foot évolue, parce que ton statut évolue, les joueurs que tu as à disposition sont peut-être différents. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être prendre en considération. Évoluer un peu dans notre approche parce qu'on a un nouveau statut et on a une nouvelle confiance. Les joueurs, ils savent que c'est possible maintenant. Et même les attentes du public sont différentes. Donc, personnellement, oui, c'est sûr que je vais favoriser le jeu, favoriser avoir le ballon, assumer ce statut-là. Et honnêtement, avec les joueurs qu'on a au milieu de terrain, je veux dire, on peut le faire. Et en Coupe du Monde, la différence, c'est qu'on joue contre la France, l'Espagne, le Portugal. Je ne pense pas qu'en Afrique, il y ait une équipe qui a ce niveau-là de contrôle du ballon comme ce que l'Espagne a ou la France, par exemple. Donc, je pense qu'on peut se dire, bon, en Coupe d'Afrique, c'est sûr que les enjeux sont différents, l'impact physique, il est différent, mais on peut être l'équipe qui va avoir le ballon, jouer et dicter le jeu par nos qualités. Effectivement, et puis maintenant, c'est vrai qu'on sait que jouer en Afrique, c'est toujours compliqué. Tu l'as mentionné tout à l'heure, la température, les terrains, etc. Mais maintenant, on joue chez nous. En décembre, la température, il y aura pas de Agréable, chaleur, ouais. elle sera agréable, les supporters seront là. Donc, je pense que en termes il n'y a pas d'excuse en termes Non. de conditions idéales. Et là, ça remonte à trop longtemps. La dernière CAN qu'on a gagnée, c'était à 8 équipes. Il n'y avait que 8 équipes qui Ouais. participaient. C'était avec Faras qui la soulève. Donc, je pense que le moment est arrivé. Et j'aimerais te poser une question que je suis sûr que beaucoup qui nous regardent aimeraient bien savoir. Ton 11 type. Mon 11 type, Déjà, juste le fait de te demander 11 type du Maroc, déjà, c'est un casse-tête parce que le ouais. nombre de joueurs qu'on a. Donc, Ouais. imagine Regragui qui doit à chaque fois mettre son 11. C'est pas facile. Oui, du Maroc. Si la CAN commence demain, on va dire, tu mets qui? 11 qui commence. C'est très très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Dans les buts, évidemment, Bono, Yacine Bono. À droite, Hakimi. Les valeurs sûres, là. Les là, valeurs là-bas. sûres. On va commencer par les valeurs sûres. Hakimi, Aguerd, évidemment. À côté de lui, j'essaie de me mettre en tête c'est qui actuellement comme joueur. Ben, ça dépend de Chadi Riyad s'il sera prêt ou pas. Chadi Riyad, ouais, Sinon, exactement. il y a Massina qui, les 2 derniers matchs, il a quand même bien performé. Mhm. T'as Liamir, toi de... Ah, est-ce que Mzalaoui il est blessé, je pense? Non, il était là. J'ai vu, il a repris avec Manchester. Ok, donc à gauche Mzalaoui, à droite Hakimi, Aguerd avec Chadi. Sinon, il y a Saïs aussi. Je- J'irai avec Chadi Riyad. Chadi Riyad, ouais. Parfait. La jeunesse. Bien sûr, s'il est prêt. S'il est prêt, ouais, ça c'est tout, si tout le Là, monde est... toi qui t'es dans le milieu et tout, Ouais. là, il vient juste de revenir un peu à la course. Mais tu vois, ils ont une espèce de machine. Je pense que ça diminue la gravité. Oui, je sais oui, pas. oui, ouais. Donc, techniquement, est-ce que ça va ou... Après, ça dépend de Mais sa convalescence, en elle est de combien moyenne, de temps? En moyenne, ça veut dire que peut-être qu'il sera prêt pour décembre ou pas. Mais après, ouais, je pense qu'il sera prêt, mais peut-être ça prend du temps. Pour Honnêtement, revenir à 100%. ça te prend un peu de temps, quelques mois avant de revenir à 100%. Yamir, que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien. Donc on va dire Chadi Riyad s'il est prêt. S'il est sinon, prêt, voilà. mais sinon Yamir. En 6, Amrabat, c'est sûr. Moi, un des joueurs que j'aime beaucoup avec l'équipe nationale, c'est Bilal Khenous. Bilal J'aime Khenous, beaucoup ce joueur, avec Ounahi évidemment. Bilal Khenous, c'est... Pour moi, c'est vraiment c'est un de mes joueurs préférés de D'ailleurs, Montserrat. juste une petite anecdote. Dernièrement, j'avais voilà, filmé un joueur, un jeune, à son entraînement. Et puis, il joue avec les U17 de Leicester City. Et il est de Montréal. Et puis, il est maintenant, il joue en Angleterre. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà, parce qu'il s'est entraîné avec les pros 2-3 fois. Et je lui ai dit, Bilal Khenous, c'était comment? Il m'a dit, c'est incroyable, impossible de lui enlever le ballon. Mhm. Et ça, tu vois, c'est des choses que des fois, peut-être, d'un œil de fan, nous, on va pas les voir. Mais quand tu joues avec la personne, là, tu vas voir la qualité et tu vas comprendre que c'est un petit bijou qu'on a. Franchement, ouais, c'est un petit bijou. Je pense que il est exceptionnel, surtout si tu veux jouer en possession. Et il fait ce qui est impressionnant, c'est comment il joue à son âge aussi. Il fait vraiment pas beaucoup d'erreurs. Il est combatif.
même si c'est pas vraiment ses qualités. Et c'est adapté en première ligue C'est rapidement. adapté en première ligue. Tu sais, c'est un championnat qui est très, très dur physiquement, mais ouais, techniquement, le tempo, qualité de passe, vision de jeu, moi j'aime beaucoup. Ounahi aussi, c'est sûr que maintenant, avec les changements de club qu'il a eu, Là, dernièrement, il a été mis même ouais, avec l'équipe réserve aussi de l'Olympique de Marseille, mais en équipe nationale, c'est vrai. il a toujours été bon. Euh, Donc, tu mets qui? Khennous ou Ounahi ou les deux? je pense que je mettrais Khennous. Bilal Khennous. Benel Ok, Khennous. parfait. À droite, je mets Brahim Diaz. Parfait. Euh, attends, là on est en 4, Là, tu joues en 4-3-3. 4-3-3. Donc je pourrais mettre Donc, Amrabat, Khennous, il te manque un milieu. Ounahi. Ounahi. Je mettrais Ounahi. Ouais. Donc, Amrabat pour faire. Amrabat pour gérer tout ce qui passe devant lui. T'as les deux autres, c'est des techniciens. Les deux autres, c'est des techniciens. Parce que, comme j'ai dit, il faut qu'on. Je me dis, on va dicter le jeu. Il faut deux joueurs comme ça. De Ouais, 10, on va ouais, dire, ou ouais. un 8, un 10. Brahim Diaz à droite. À gauche. Qui on a à gauche? C'est quoi les options qu'on a? T'as Zelzouli, t'as Ben Srer, Ben Saher. Ouais. Ben Saher, c'est l'autre que j'aime beaucoup dans l'équipe nationale. et même le Barça qui le veut. Ouais, avec raison. Ben Saher et ouais, Zuli, honnêtement, j'aime beaucoup aussi. Mais Ben Saher, je C'est trouve, deux profils c'est complètement différents. complètement différent, mais ils peuvent amener beaucoup de choses. Donc, ouais, je mettrais Ben Saher. Et en pointe, El Kaabi, il est en forme actuellement. Mais j'aime bien Marwan aussi, de l'Atlético. Sanadi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'aime le profil parce qu'il amène un truc qui est différent. C'est sûr qu'il y a des similarités En avec. plus, t'es attaquant, donc t'as l'œil, je veux dire. Ouais, Igaman aussi, j'aime beaucoup. Mais je pense en 4-3-3, j'irai avec le Kaabi. Le Kaabi, ouais. Kaabi parce que c'est quelqu'un qui va toujours être devant la surface, dans la surface, faire les appels premier poteau. Et tu as besoin d'un gars comme ça, surtout quand tu as des gars comme Brahim Diaz et Ben Sared tu sais, qui vont faire qui vont essayer de le chercher. Mais après, si tu joues en 4-4-2, Nsere avec Igaman ou Sanadi avec Igaman, ça peut être très intéressant aussi. Mais en 4-3-3, j'irai avec le Kaabi, ouais. Parce qu'il y a aussi Rahimi aussi en remplacement, que j'aime beaucoup. On avait des problèmes de neuf avant. Je me rappelle en 2004, t'avais presque Schmach, Nabil Baha, Gros Max. Ouais. Là, Ouais, là, il y a de quoi Là, faire. Là, il y a de quoi faire. là, tu peux faire 5 équipes. Ouais, honnêtement, il y a de quoi faire parce que ça te donne des options de faire soit jouer avec deux attaquants ou avec un seul. Et même les profils de deux attaquants, t'as des duos qui sont différents. T'as des profils différents, Des profils exactement. différents qui peuvent cohabiter. Par exemple, tu peux mettre un Igaman avec soit Nsere ou Sanadi. Igaman, ils peuvent jouer avec les deux. Ou tu peux mettre, exemple, un Nsere avec Brahim Diaz derrière lui, comme second attaquant. Tu peux faire certaines choses. Tu as beaucoup plus de flexibilité. Non, effectivement. Ouais, Après, il faut juste trouver la formule. Tu as Rahimi aussi, que j'aime bien. Kaabi aussi, évidemment. En fait, il y a beaucoup d'options devant. parfait. Il faut Ouais, aller avec la super. forme du moment aussi. Non, bien sûr. Il y a beaucoup de critères et j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, etc. Ouais. Donc, ok, super. Franchement, la vérité, c'est un 11 qui a beaucoup de sens. Donc après, Il y a le 11, mais il y a aussi En fait, il y a le 11 qui est important, mais ce qui est important aussi, c'est l'animation offensive, défensivement. C'est comment tu vas faire jouer ce 11-là. bien sûr. C'est ça qui est important. Et aussi, psychologiquement, comment tu veux qu'il joue. Est-ce que tu veux qu'ils aient le ballon? Tu veux qu'ils jouent bas, haut? C'est ça aussi qui va faire la différence, plus que le 11 de... Quand tu dis ça, je pense directement à Hakimi. Ouais, Sur la feuille de match, tu le vois arrière droit, c'est le numéro, c'est le premier que tu mets sur la feuille de match. Ouais, Hakimi, Non, mais c'est avec le PSG, ouais. tu le vois arrière droit, mais Mais ouais, c'est un attaquant de pointe. c'est un mensonge, ça. Ouais, c'est un mensonge. Il lui manque que gardien pour Arrière compléter. droit. Après, mais il a dit qu'il a commencé en tant qu'attaquant quand il était jeune. Mais ça se voit, ça se voit. Ça se voit dans sa qualité Il a dit de... ça reste. Ouais, ça se voit dans sa qualité de finition. Quand il marque, quand il est devant le Et le but, calme. il est très calme, serein devant le but, comme un attaquant. Mais oui, ça se voit que... Mais c'est un joueur exceptionnel. Hakimi Ballon d'Or. Pour moi, ouais, Hakimi Ballon d'Or. Comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont été, on va dire, surpris de Rodri Ballon d'Or. Pour moi, cette année, Hakimi Ballon d'Or me choque moins que Rodri l'année passée. Parce que Rodri, pour moi, il mérite. Vinicius mérite, et l'année passée aussi. Je veux dire, un ou l'autre, ça va. Mais ça ne me choque pas Hakimi Ballon d'Or avec ce qu'il fait. Évidemment, je pense que la majorité vont aller pour Dembélé. C'est très mérité. Mais ça
ça me surprendrait pas. Je pense qu'il devrait finir top 3. Mais ouais, ce qu'il fait, c'est il a révolutionné le poste d'arrière droit. Euh, Honnêtement, pour moi, euh, il manque que les trophées, mais c'est le deuxième après Dani Alves dans l'histoire. Mais s'il arrête sa carrière aujourd'hui, pour moi, c'est Dani Alves le premier. Oui, Et oui. évidemment, il y en a qui vont dire Cafu. Il y a peut-être Dani Alves, Cafu et Hakimi dans l'histoire. Mais pour moi, Hakimi, c'est le deuxième. En termes de stats, Hakimi vient de battre le record de Dani Alves sur Ouais, une saison. ouais. C'est sûr qu'il s'assoit dans la table des grands. Donc c'est ça, ouais. Je pense qu'avec Daniel Alves, pour moi, c'est les deux meilleurs arrière droits. Et s'il continue comme ça, ouais, je vois pas pourquoi il serait pas le meilleur latéral de l'histoire. Meilleur latéral de l'histoire. Et selon toi, est-ce que tu dirais que Hakimi est le meilleur joueur marocain de l'histoire? C'est une très bonne question. Pour moi, oui, ouais, c'est lui le meilleur joueur de l'histoire. Que ce soit en termes de ce qu'il représente au niveau mondial, que ce soit au niveau des trophées, des trophées qu'il a gagnés, euh, les clubs par lesquels il est passé, et il a toujours joué, que ce soit à part le Real quand il était trop jeune. Donc l'Inter Milan, Dortmund, le PSG. Et là, je pense que il n'y a même pas de débat, c'est le meilleur arrière droit au monde. Et Meilleur, peut-être latéral. même joueur au monde. On peut même ajouter On ça. peut même ajouter, honnêtement, on peut même l'ajouter dans la période dans laquelle on est. Oui, ouais, c'est le meilleur joueur au monde. Avec ce qu'il fait, c'est impressionnant. Ouais, donc on peut le mettre là, ouais. Rapidement, genre avec le PSG cette année, c'est quand même un championnat. La Coupe de France, il gagne aussi, je pense, si je ne me trompe pas, la Super Coupe de France, Mhm. si je ne me trompe pas. Ouais, Après, et la Champions League, bien sûr, il marque en quart de finale, en demi-finale, en finale. Il enchaîne Coupe du monde maintenant des Coupe du clubs. Monde des Ouais. clubs. Il met 2 buts, une passe D. Et tu as l'impression, tu me l'as dit tout à l'heure en off, tu te rappelles, on parlait de Hakimi, tu m'as dit, quand le match se termine, Il peut faire un autre match. je pense que 80. après, machallah, Allah Mubarak, tu Ouais, vois, mais ouais, je pense honnêtement, qu'il peut facilement rentrer en footing chez lui, tu ouais, vois. ouais, ouais. Il a plus besoin de voiture, je pense. Et Hakimi, c'est aussi parmi les. Tu sais, nous, en tant que Marocains, on aime les joueurs marocains, on les suit dans leur club. Et malheureusement, pour Brahim Diaz, dernièrement, tu vois, il joue pas Il et joue tout. moins, ouais. Et il mérite vraiment de Il jouer. mérite, ouais. Mais Hakimi, on se pose pas de questions avec lui. Tu sais qu'il est titulaire. Il a même pas. Dans son poste, il a même pas de doublure. Non, exactement. Et en fait, au niveau physique, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est extrêmement difficile de faire des 90 minutes comme ça, et surtout avec des enjeux importants. Et les voyages, c'est pas facile. Il était en France, après il a fait le camp d'entraînement avec l'équipe du Maroc, Ouais. après il est venu aux États-Unis, à Los Angeles. C'est drainant l'avion. Et il performe 90 minutes sans problème. Honnêtement, physiquement, il a été béni par Dieu d'avoir un physique qui lui permet de faire autant de matchs sans se blesser. Euh, et même vu un des préparateurs physiques qui était avec l'équipe nationale qui a dit euh, ça fait longtemps que je fais ce métier, j'ai jamais vu quelqu'un avec cette capacité physique, Ok, de c'est répéter ça. les C'est un efforts, don. de faire 90 minutes sans problème et de la capacité de récupération. C'est sûr qu'il y a l'hygiène du joueur parce que c'est quelqu'un, ça se voit, qui prend soin de lui et tout, mais il y a aussi un côté génétique que tu peux pas nier parce que même si on prend soin de soi, on atteint rapidement la limite. Je pense qu'il a fait plus de 60 matchs. Effectivement, plusieurs spécialistes en parlent. Hakimi, c'est les Jeux Olympiques. Ouais. Directement, il a pris, je pense, 2 semaines de vacances. Ouais, la canne, après c'était... Il enchaîne. Après, comme tu as dit, maintenant, après toute cette saison, il joue la Coupe du Monde des clubs. Après, il y a la CAN. Après, la Coupe du Monde. Non, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant. Allah yahfadou. Allah yahfadou, Allah exactement. yahfadou lina. Et en plus de ça, c'est sûr que c'est un aspect qu'on va moins voir le côté foot, mais la personne aussi, ça a l'air d'être un gars qui est très très bien, Très posé. respectueux, jamais de problème. Et je pense que c'est un élément aussi pour déterminer on va dire un ballon d'or. Je pense que ça doit rentrer en considération. Oui. Cet aspect-là. Il est aimé, c'est Et vrai. il est aimé par beaucoup de gens et jamais de problème. Les joueurs. Par tous les clubs par lesquels il est passé, en équipe nationale. Donc ouais, honnêtement, on a la chance d'avoir un joueur comme ça. C'est vrai en plus parce que quand on parle de Hakimi, on parle d'un leader.
Et ça, c'est peut-être qu'au début, ça s'était pas trop vu parce qu'il est timide. Mais là, c'est une autre forme de leadership. Ouais. Là, il porte le brassard avec le PSG. Après, quand Marquinhos n'est pas là, c'est le capitaine du Maroc. Là, il n'y a pas Il n'y a débat. pas de doute, ouais. Et tu vois que quand même, sa carrière, c'est quand même quatre gros championnats. Il lui manque juste la première ligue. Ouais. Et à 26 ans encore, il lui reste 26 ans. plus de 10 ans de carrière. Et les meilleurs joueurs, il a joué avec eux. Ouais. Il a joué avec Messi, Ronaldo, Neymar, ouais. Haaland, Ronaldo, Mbappé. Malheureusement, je veux dire, les médias ne lui donnent pas, je veux dire, comme on dit. Exactement. Tu sais, tu vois par exemple un joueur anglais, il va être la moitié de Hakimi et on va en parler comme si c'était le futur Cafu. Alexandre, Arnold. Arnold, ouais. C'est un bon joueur. C'est sûr. Oui, je dirais mais- pas que c'est la moitié de Hakimi. Il est Non, pas il dans est le sens de la excellent. moitié. Ouais, il fait partie des meilleurs latérales droits, mais il est non, il est loin. Il est loin Dans le de- sens où quand tu vas voir le montant du transfert, où tu vas Oui. voir, Ouais. tu vas voir par rapport à... la Avant, visibilité. on disait toujours Alexandre Arnold est meilleur, mais là, Non, là, fin non. du débat. Fin du On débat. parlait de Koundé, fin du Fin débat. du débat. C'est fini, là, il n'y a plus photo. Là. Non, Il y a là, il y a unanimité. Il est loin, numéro 1 de loin. De loin, Honnêtement, il a même, historiquement, on parle de quelqu'un qui a redéfini le poste. Le poste, ouais. Parce que, comme tu l'as dit, va trouver un latéral qui va. Tu as joué dans les mêmes terrains, la même taille de terrain, et tu as vu comment c'est difficile de Non, faire c'est ces impossible. allers-retours. Ouais. Et d'avoir cette lucidité, ou bien même le dernier match, à 9 contre 11, Ouais. il reste les arrêts de jeu. Il dribble 3 joueurs, il fait une passe décisive. Ouais, c'est... Triple 3 joueurs fait une passe décisive, alors que normalement, n'importe quel latéral à sa place, il va rester en défense, il va même pas monter. Il va même pas monter, ouais. Donc, Surtout à 9 Je suis désolé, contre 11, mais ça, il faut prendre tout ça en considération. On aime bien Dembélé et tout, mais en termes de ballon d'or, il y a beaucoup de critères et la régularité de Hakimi toute cette saison, elle est à saluer. Donc, 100%. on finit sur Hakimi, ballon d'or. Hakimi, ballon d'or. Exactement, ouais. Moi, je suis pour, ouais. Et voilà, donc avant de finir, juste, je vais te poser quelques petites questions rapides, tu pourras répondre rapidement. On conclut sur ça. Donc ça, je pense que tu as déjà répondu, mais tu peux confirmer. Selon toi, c'est qui le meilleur joueur marocain de tous les temps? Hakimi. Achraf Hakimi, ouais. Hakimi. Ton plus beau souvenir sur un terrain? Les deux anecdotes que je t'ai racontées, jouer contre un joueur que j'aimais beaucoup. En fait, c'est ça. J'ai joué contre les joueurs que j'appréciais beaucoup. Thierry Henry, j'aimais beaucoup Ronaldinho. T'as joué contre Thierry Henry? Ouais. Ok. Euh, Ronaldinho et le match contre l'équipe du Maroc parce que c'était vraiment émotionnel. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petit, même jusqu'à maintenant, des gens de ma famille m'appellent Dida. À cause du gardien, j'ai joué contre lui. Toi, t'es attaquant, lui, les gars. Je dis c'est à cause de toi qu'on m'appelle. Mais oui, je dirais les souvenirs, c'est jouer contre Thierry Henry, jouer contre Ronaldinho et contre l'équipe nationale, Mountakhab U23. Parfait. Et pour ce qui est de, on va dire, je sais pas, sûrement tu vas t'en rappeler, mais ton meilleur but, on va dire, c'était quoi le but que tu mettrais en numéro 1? Ouais, en camp d'entraînement avec l'Impact, on était allé en Espagne, on a joué contre Celta Vigo dans leur stade. Et déjà, c'était spécial parce que je me rappelle quand j'étais petit, je regardais la Liga, le Barça, je regardais Rivaldo, R9, jouer contre Celta Vigo et de me retrouver dans ce stade, c'était spécial. Et ouais, j'ai marqué un but à l'entrée de la surface, pied gauche, pleine lucarne. On avait gagné 1-0 contre eux. Et ça, c'était un beau but qui était spécial aussi parce que je me rappelle de ce stade-là. Je regardais des matchs et je me rappelais de ce stade. Ouais. L'attaquant, quand il marque un but, cette sensation, elle est Ouais. unique. Ouais, elle est spéciale. Surtout quand tu frappes et tu sens que tu as bien pris le ballon. C'est quelque chose. D'ailleurs, je me rappelle parce qu'on avait joué ensemble quelques petits matchs dans une petite ligue. Tu te rappelles, Total Campo. Ouais. Et je sais pas combien de buts t'avais mis. On avait un cheat code dans l'équipe, tu vois. Ouais. Tous les joueurs adverses disaient, mais non, mais lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Je pense que t'étais à 5 buts par match, je sais pas. Et ce qui m'a impressionné, ça, je me rappelle, je t'avais posé la question et tu m'avais répondu, c'est quand tu es en face à face avec le gardien. C'est-à-dire, je t'ai pas vu rater et tu m'avais dit que... Et ça, moi, tu vois, j'ai joué au foot amateur, mais cette phrase que tu m'avais dit, tu vois, elle m'a marqué parce que tu m'as dit que tu attends le momentum
du gardien quand il va se mettre sur un appui, et à ce moment-là, tu tires. Mais ça, je veux dire, avec la vitesse de jeu et tout, ça c'est un truc que, je veux dire, est-ce que tu l'as appris aux entraînements? Est-ce que c'est avec les matchs? Comment c'est... Ouais, bah, tu apprends beaucoup de choses. Tu sais, quand tu fais quelque chose beaucoup de fois, beaucoup de répétitions, tu commences à voir certaines subtilités. Et après, c'est sûr qu'en regardant des jeux, moi je regardais beaucoup de vidéos de Van Nistelrooy, Diego Forlán, évidemment Ronaldo, le phénoménal, Batistuta, Crespo, Didier Drogba, Thierry Henry. Je regardais beaucoup ces attaquants-là. C'est une grosse liste, ça. Ouais, et je regardais beaucoup de monstres. Ouais, et j'essaie de regarder des détails. J'écoutais aussi ce qu'ils disaient. Après, avec le temps, tu développes aussi certaines petites habitudes. Et ouais, j'ai remarqué que les gardiens, souvent, parce que le but il est grand, donc ils doivent utiliser un certain momentum pour se jeter. Et j'essaie d'avoir un faux rythme. Quand j'allais frapper, j'essaie d'avoir un faux rythme. Et c'est sur ça que tu peux gagner quelques secondes en plus pour lui permettre d'avoir aucune chance. Et après, surtout quand tu travailles ta qualité de frappe, même si tu lui dis que tu vas frapper là-bas et tu le tires là-bas, il va pas l'avoir parce que tu as une qualité de frappe, une force de frappe aussi qui va faire en sorte qu'il ne pourra pas aller la chercher. Ça me rappelle directement Arjen Robben. Ouais. Il faisait tout le temps la même chose, tirait chose. Tout le temps à la même place, et personne ne l'arrêtait. Non. Donc ça, je pense, pour les jeunes qui sont attaquants ou qui veulent devenir attaquants, ce conseil est en or, essayer de travailler ce que Reda a dit, le momentum, etc. Et ça nous arrive à une conclusion, Inch'Allah, puis on finit. Donc, un message final que tu enverrais, c'est-à-dire aux jeunes, de façon générale, aux supporters marocains, à tous ceux qui nous regardent? Aux supporters marocains de continuer à faire vibrer tout le monde avec leur passion, avec leurs chansons, leur engagement. C'est le public marocain, je pense, aujourd'hui, on fait partie des publics les plus passionnés au monde, avec les Argentins, les Brésiliens. Il y a des pays où le foot, on vit du foot et le Maroc en fait partie. Aux jeunes, c'est tout simplement croire en leurs rêves, tout simplement, suivre leur intuition, croire en leurs rêves, travailler pour. Tout est possible, je pense qu'on peut le voir. J'invite tous les jeunes à écouter les parcours des joueurs, essayer de regarder des documentaires, écouter les parcours. Ils vont se rendre compte que c'est accessible, peut-être pas tous, mais c'est accessible. Il suffit de travailler fort, de faire les sacrifices nécessaires. Et voilà. Et ouais, ce serait ça principalement mon message. Et aux Marocains, continuer à être des supporters comme on l'est, comme on sait, avec de la passion, mais aussi de l'humour. C'est une des choses, je pense, qui nous différencie des autres, c'est qu'on a ce truc-là d'humour où des fois on a des chansons pour l'équipe adverse, même dans le Botola où on se fout un peu de la gueule de l'autre équipe, mais en blague, tu vois, c'est pas méchant. Alors que des fois, il y a des fans dans d'autres endroits, c'est vraiment méchant, c'est de l'insulte, constamment de l'insulte. Mais au Maroc, on a ce côté-là aussi un peu d'humour et j'espère qu'on va garder ça parce que voilà, ça fait notre charme. Et voilà, en espérant que, d'ailleurs, Inch'Allah, on va se voir pendant la CAN et j'espère qu'elle va rester à la maison. Inch'Allah, on va pas la laisser partir. Merci beaucoup, Reda. Ce fut un plaisir et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est ça. Pour ce podcast, les lions du podcast, t'es le premier invité. Merci d'avoir partagé avec nous tout. Ton parcours, tes conseils. Je pense que tous ceux qui vont nous voir, ils vont bien aimer. Ils vont apprécier. Et puis, dans le futur, Inch'Allah, en espérant avoir d'autres invités de ta qualité. Et merci beaucoup, Reda. Et voilà. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de voir les prochains épisodes et les prochaines personnes que tu vas avoir. Et ouais, je t'encourage aussi à continuer parce qu'on a besoin de contenu comme ça. Et j'espère aussi que les gens qui regardent vont pouvoir t'encourager aussi en partageant, en likant, en parlant avec leurs amis de ça. Et c'est comme ça qu'on va tous s'entraider pour avoir contenu de qualité justement. Et je sais que tu vas nous préparer des choses intéressantes pour la CAN aussi. C'est sûr. J'ai hâte de voir ça. C'est historique. J'ai hâte de voir ça. Inch'Allah. Merci Reda. Merci beaucoup.